J'étais dans la cuisine en train de préparer un pot-au-feu quand le téléphone a sonné. C'était un mardi, 15 heures, et le soleil entrait par la fenêtre, illuminant la vieille cocotte en fonte que ma mère m'avait donnée quand je me suis marié. 42 ans plus tard, cette cocotte fonctionnait encore, contrairement à d'autres choses dans ma vie. Monsieur Dubois. La voix de l'autre côté était formelle, froide. Ici, le service comptabilité de la maternité Saint-Antoine. Vous êtes bien le père de Julien Dubois? Mon cœur a fait un bond. J'ai immédiatement pensé au bébé, à mon petit-fils né il y a 3 jours, et que je n'avais toujours pas le droit de connaître. Oui, c'est moi. Il s'est passé quelque chose? Non, monsieur, tout le monde va bien. C'est au sujet de la facture de l'accouchement. Il reste un solde impayé de 10 400 € et vous figurez comme garant financier dans les documents. J'ai laissé tomber la cuillère dans l'évier. Le bruit a résonné dans la maison vide. Comment ça, je figure comme garant? Il doit y avoir une erreur. La femme a soupiré de l'autre côté comme si elle avait cette conversation 10 fois par jour. Selon notre système, vous avez signé un engagement de caution solidaire quand votre fils a été admis ici. Nous devons régulariser ce solde, sinon la sortie de la mère et du bébé sera suspendue. Un dossier. Si vous voulez découvrir comment un père, qui a été expulsé de l'hôpital au moment le plus important, s'est retrouvé responsable d'une dette qu'il ne savait même pas avoir contractée, abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Ces histoires montrent que la manipulation familiale a des limites et des conséquences. Ma main tremblait quand j'ai raccroché. J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine modeste, les murs qui avaient besoin d'être repeints, le réfrigérateur qui faisait du bruit la nuit. J'étais veuf depuis 7 ans. Ma retraite était de 1 800 € par mois, et quelqu'un avait mis mon nom sur une dette de plus de 10 000 €. Mais le pire, ce n'était pas l'argent. Le pire, c'était de savoir que 3 jours auparavant, quand j'étais arrivé à cet hôpital après 12 heures de voyage, mon fils unique m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'étais pas le bienvenu, que Céline, ma belle-fille, ne m'avait jamais aimé, que je devais partir et ne pas insister. Et maintenant, avec le bébé déjà né et toute sa famille à elle qui fêtait l'événement, quelqu'un s'était souvenu que j'existais. Pas pour me montrer le visage de mon petit-fils, pas pour s'excuser de l'humiliation, mais pour me réclamer une facture que je ne savais même pas avoir signée. Je me suis assis sur la chaise en bois de la table, celle qui grince quand on bouge trop vite. J'ai fermé les yeux et respiré profondément 3 fois, comme mon épouse défunte avait l'habitude de faire quand elle était nerveuse. « Compte jusqu'à 10, Pierre, » disait-elle. Après, tu réfléchis à tête reposée. Seulement cette fois, le calme n'est pas venu. C'est venu un souvenir. 6 mois plus tôt, Julien était venu ici avec des papiers à la main. « Papa, tu n'as qu'à signer ici et là. C'est pour qu'on obtienne une réduction à la mutuelle de la maternité. Ils demandent un garant supplémentaire, mais c'est juste du protocole. » J'ai demandé si je pouvais lire calmement. Il s'est impatienté. « Papa, Céline m'attend, c'est juste une formalité. » J'ai signé. Et à ce moment-là, assis dans ma cuisine avec le pot-au-feu qui débordait dans la casserole, j'ai compris que j'avais été pris pour un imbécile. Pas pour la première fois, mais ce serait certainement la dernière. J'ai pris mon portefeuille, cherché la carte froissée que Maître Lefebvre m'avait donnée il y a 2 ans, quand elle m'avait aidé avec les documents de retraite. Elle était avocate, voisine de ma belle-sœur, et avait dit « Si un jour vous avez besoin d'aide, Pierre, appelez-moi. » J'ai composé le numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Maître Lefebvre, c'est Pierre Dubois. Désolé de vous déranger, mais je crois que j'ai été utilisé et j'ai besoin de savoir comment m'en sortir. » En attendant que Maître Lefebvre me rappelle avec des informations, je suis retourné à ce samedi matin, le matin qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Il était 4h30 du matin quand j'ai fermé le portail de la maison. La rue était déserte, seul le chien de M. Martin aboyait au loin. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare avec une petite valise et un sac en tissu qui avait appartenu à ma mère. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie couleur pêche, se trouvait la montre à gousset. Ce n'était pas n'importe quelle montre. C'était une montre en or.
délicate, avec des détails en gravure que mon arrière-grand-père avait apportés d'Alsace en 1920. À l'intérieur, 2 photos minuscules, une de mon grand-père, encore enfant, une autre de mon père, le jour de son mariage. Elle valait 8 500 € selon l'évaluateur de la bijouterie, mais pour moi, elle n'avait pas de prix. C'était l'histoire de famille, l'héritage masculin, transmis de père en fils sur 4 générations. Et j'allais la donner à Céline pour qu'elle la remette un jour à mon petit-fils, pour qu'il sache d'où il venait, qui étaient les hommes forts de notre lignée. Le train est parti à 5h15. 12 heures de voyage. Je me suis arrêté pour déjeuner dans une ville dont je ne me souviens plus du nom. J'ai mangé un croque-monsieur réchauffé et bu un café aqueux. Je suis retourné dans le train avec mal au dos et le cœur qui battait vite. Julien avait envoyé un message. « Papa, nous sommes à l'hôpital. Le travail a commencé. Viens vite. » Je suis arrivé à Lyon à 17h40. La chaleur était insupportable, le genre de chaleur qui colle à la peau et ne part pas même sous la douche. J'ai pris un autre taxi, dépensé 38 € de la gare à l'hôpital. La maternité Saint-Antoine était immense, moderne, avec un jardin à l'entrée et des vitres teintées. Rien à voir avec l'hôpital public où j'avais eu Julien, où le couloir sentait le désinfectant bon marché et les infirmières criaient de fatigue. Je suis entré dans le hall, tenant fermement le sac en tissu. Mes cheveux étaient dérangés par le voyage, ma chemise en coton froissée, mais je m'en fichais. J'allais connaître mon petit-fils, j'allais embrasser mon fils, j'allais remettre cette montre et dire « Maintenant vous êtes l'histoire aussi ». J'ai demandé à la réception. La jeune femme a vérifié sur l'ordinateur et m'a donné un badge de visiteur. Chambre 312, 3e étage, L Premium. Je suis monté par l'ascenseur, les jambes tremblantes. Pas de fatigue, mais d'anticipation pure. Le couloir du 3e étage était silencieux, avec de la moquette beige et des tableaux abstraits au mur. Tout très différent de l'hôpital où j'avais travaillé 20 ans comme agent d'entretien, où le sol était toujours mouillé et le bruit ne s'arrêtait jamais. J'ai trouvé la chambre 312. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu des voix à l'intérieur, des rires. J'ai respiré profondément et poussé la porte doucement. Céline était dans le lit, adossée avec le bébé dans les bras, enveloppée dans une couverture ivoire. Autour d'elle, 6 personnes, sa mère, son père, 2 sœurs, sa grand-mère, un beau-frère, tous penchés sur le berceau, prenant des photos, parlant fort. Julien était à côté du lit, souriant, la main sur l'épaule de sa femme. Personne ne m'a vu entrer. « Bonjour » j'ai dit. Ma voix est sortie trop basse. « Bonjour » j'ai répété plus fort. Tout le monde s'est retourné en même temps. Le silence a coupé la pièce comme un couteau. Julien a cligné des yeux comme s'il avait vu un fantôme. « Papa, tu es déjà arrivé ?»« Je viens d'arriver. Je suis venu directement de la gare. J'ai fait 2 pas en avant, essayant de voir le bébé. Je peux voir mon petit-fils. » Céline a serré le bébé contre sa poitrine. Son visage, que j'avais toujours trouvé beau d'une manière froide, est devenu dur. « Julien, dit-elle sans me regarder, règle ça. » Mon fils s'est éloigné du lit et est venu vers moi. Il a pris mon bras et m'a tiré dans le couloir. La porte de la chambre s'est fermée derrière nous. Pas complètement. Il restait une fente par laquelle je pouvais encore entendre les rires reprendre à l'intérieur. « Papa, tu n'aurais pas dû venir ?»« Comment ça? Tu m'as envoyé un message me disant de venir. » « Je sais, mais écoute, Céline est très fatiguée. Elle veut juste sa famille à elle ici maintenant. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Des yeux couleur noisette qu'il avait hérité de sa mère. Des yeux qui brillaient quand il était petit et que j'arrivais du travail avec une glace cachée dans mon sac. Julien, je suis de la famille. Je suis ton père. Je suis le grand-père de ce bébé. Il a détourné le regard. Papa, n'insiste pas. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Ce n'est pas une nouveauté. Les mots sont entrés dans ma poitrine, lentement, un par un, comme des clous enfoncés au marteau. Pas l'information elle-même. Je savais déjà que Céline ne m'aimait pas. Mais entendre ça de mon fils, après 12 heures de voyage, avec la montre à gousset de l'arrière-grand-père pesant dans mon sac, c'était autre chose.
Je comprends, j'ai dit. Ma voix est sortie ferme, ce qui m'a surpris. Je vais partir alors. Papa, non, tout va bien. Je comprends parfaitement. J'ai tourné le dos et commencé à marcher dans le couloir. Il ne m'a pas suivi, ne m'a pas appelé. Quand je suis arrivé à l'ascenseur et que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Julien était retourné dans la chambre. La porte était fermée. Je suis descendu dans cet ascenseur en verre en voyant la ville allumer ses lumières. J'ai traversé le hall, rendu le badge. La même jeune femme de la réception a demandé « Tout va bien, monsieur ?» J'ai juste fait un signe de la main et je suis sorti. Je me suis assis sur un banc de jardin public en face de l'hôpital. J'ai ouvert le sac en tissu et tenu la montre emballée. Je n'ai pas eu besoin de la sortir du papier. Je connaissais chaque détail par cœur. Je suis resté là 2 heures jusqu'à ce que je puisse prendre un train de retour. Quand je suis finalement monté dans ce train de nuit, j'ai posé le sac sur mes genoux et appuyé ma tête contre la vitre froide. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Les pleurs ont besoin de témoins ou de solitude complète. Et ce train rempli d'étrangers n'était ni l'un ni l'autre. Mais quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là, pas avec du bruit, mais avec du silence. Et 3 jours plus tard, quand ce téléphone a sonné pour réclamer 10 000 €, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon cœur qui s'était brisé, c'était mon illusion qu'il y avait encore de la dignité dans cette relation. Maître Lefebvre est arrivée chez moi le jeudi. Elle a apporté un dossier de documents et un carnet. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même où j'avais reçu ce coup de téléphone maudit. « Pierre, racontez-moi tout depuis le début. Quand avez-vous rencontré cette belle fille ?» J'ai servi du café et respiré profondément. L'histoire de Céline était longue et chaque chapitre faisait mal d'une manière différente. Je l'ai rencontrée il y a 4 ans, lors d'un barbecue chez ma belle-sœur. Julien est arrivé avec elle, accrochée à son bras, toute souriante, cheveux lisses, impeccables, vêtements chers. Elle travaillait comme responsable de magasin, gagnait bien sa vie, parlait bien, semblait trop parfaite. « Papa, voici Céline. » Julien avait dit avec cette lueur stupide dans les yeux. Elle m'a salué avec 2 bises rapides, m'a appelé Monsieur Dubois et a passé le reste de l'après-midi à parler avec tout le monde, sauf moi. Mais elle le faisait d'une manière intelligente. Ce n'était pas de la grossièreté évidente, c'était de l'exclusion subtile. Elle tournait légèrement le corps quand j'approchais, changeait de sujet quand je faisais un commentaire, riait fort aux blagues des autres, mais quand j'essayais de participer, son sourire se fanait. Au début, j'ai pensé que c'était de la timidité, puis que c'était une différence de monde. Elle avait fait des études supérieures. Je n'avais que le baccalauréat obtenu à 40 ans. Elle voyageait à la mer chaque été. Je sortais à peine de la ville. Mais ce n'était pas à propos de ça, c'était à propos du pouvoir. Céline avait perçu dès le premier jour que Julien m'aimait, et les gens comme elle ne partagent pas le territoire. Alors, elle a commencé le travail de fourmi, rongeant notre relation brique par brique. D'abord, ce furent les déjeuners du dimanche. Je faisais la nourriture que Julien adorait depuis petit, poulet rôti, gratin dauphinois, tarte aux pommes. Il venait tous les dimanches religieusement, jusqu'à ce que Céline commence à programmer des choses au même moment. Un anniversaire, un déjeuner chez ses parents, une promotion immanquable au centre commercial. « Papa, on ne pourra pas venir aujourd'hui, mais la semaine prochaine on se rattrape. » Sauf que la semaine prochaine n'arrivait jamais. Ensuite, ce furent les dates spéciales. Pour mon 63e anniversaire, Julien a appelé à 22 heures. « Désolé, papa. Céline s'est sentie mal. Ça a été la course aujourd'hui. J'ai découvert plus tard, par ma belle-sœur, qu'ils étaient allés dîner dehors. Elle ne s'était pas sentie mal. Elle ne voulait juste pas qu'il me rende visite. »« Vous en êtes sûr ?» demanda maître Lefebvre en prenant des notes dans son carnet. « Absolument, et il y a plus. » J'ai raconté le jour où j'avais apporté un gâteau au chocolat chez eux. C'était la recette de ma mère, avec un glaçage au chocolat qui fondait dans la bouche. Julien en a mangé 3 morceaux et l'a complimenté.
Céline a remercié avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Une semaine plus tard, ma belle-sœur m'a dit « Pierre, Céline a commenté que ton gâteau était trop lourd, qu'il y avait trop de sucre, qu'elle en a jeté la moitié parce qu'ils essayaient de manger plus sainement. » Chaque commentaire était une petite piqûre. Seul, ils semblaient insignifiants. Ensemble, ils formaient un tissu de mépris. Mais le pire, c'est quand ils se sont mariés il y a 2 ans. J'avais économisé 15 000 € en 5 ans. De l'argent de la retraite, de la vente de quelques bijoux anciens, de travaux de menuiserie que je faisais à côté. 15 000 € pour aider mon fils au mariage. Céline a accepté l'argent avec un merci sec. Elle ne m'a laissé donner mon avis sur rien, ni la couleur des fleurs, ni le goût du gâteau. Le jour du mariage, j'étais la dernière personne que Julien a saluée avant d'entrer à la mairie. Je me suis assis au 3e rang, tandis que la famille de Céline occupait entièrement les 2 premiers rangs. À la réception, j'ai découvert que ma table était la plus éloignée de la table des mariés, près des toilettes, où le bruit de la musique éclatait les tympans. La mère de Céline, cependant, était assise à côté d'eux tout le temps. « Et vous avez avalé tout ça ?» demanda maître Lefebvre sans jugement dans la voix, juste de la curiosité professionnelle. « J'ai avalé parce que c'était mon fils, maître. On avale beaucoup de choses quand on aime, mais chaque chose avalée s'est accumulée dans mon estomac comme des pierres. Et quand ce téléphone a sonné, réclamant 10 000 €, quand j'ai compris que j'avais été expulsé de l'hôpital, mais gardé comme garant, toutes ces pierres sont remontées, pas comme de la douleur, mais comme de la colère. Maintenant, montrez-moi tous les papiers que vous avez signés, dit maître Lefebvre en ouvrant le dossier, parce que j'ai le pressentiment que cette dette n'est que la pointe de l'iceberg. Et pour la première fois en 4 ans, j'ai senti que quelqu'un était de mon côté. Maître Lefebvre a séparé les documents sur la table et m'a regardé avec cette expression que les avocats font quand ils vont donner de mauvaises nouvelles. « Pierre, avant de parler des papiers, je dois vous demander quand est-ce que votre fils a changé ?» La question m'a pris au dépourvu. Je suis resté à regarder le café refroidir dans la tasse, cherchant le moment exact, parce que Julien n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas toujours été l'homme qui m'a expulsé d'un couloir d'hôpital. Julien a été mon miracle. Ma femme est tombée enceinte à 39 ans après 8 ans d'essai. Quand il est né, trop petit, 5 jours en soins intensifs néonatals, j'ai fait une promesse à tous les saints. Et il a grandi fort, souriant, collé à moi. C'était l'un de ces enfants qui embrasse son père devant ses amis, sans aucune honte. Quand sa mère est décédée, Julien avait 23 ans. Il a suspendu ses études en administration, a trouvé un emploi dans un cabinet comptable et m'a dit « Papa, maintenant c'est moi qui m'occupe de toi ». Il a payé les factures d'électricité en retard, acheté des médicaments pour mon cholestérol, réparé le chauffe-eau qui tombait toujours en panne. Mais puis Céline est arrivée. Le changement n'a pas eu lieu du jour au lendemain. C'était comme la rouille, vous savez. Ça commence dans un petit coin presque invisible et quand vous vous en rendez compte, ça a déjà mangé tout le métal. La première année de relation, Julien venait encore à la maison 2-3 fois par semaine. Il s'asseyait sur cette même chaise, mangeait 2 portions de nourriture, me racontait les problèmes au travail. Je donnais des conseils, il écoutait, nous étions une équipe. La 2e année, les visites sont tombées à 1 par semaine, et il a commencé à questionner des choses qu'il n'avait jamais questionnées. « Papa, tu ne penses pas que cette maison est trop grande pour vivre seul? Tu n'as pas pensé à vendre ?» Alors que la maison avait 3 petites pièces et il savait que c'était tout ce que j'avais. « C'est l'idée de Céline ?» j'avais demandé à l'époque. Il a détourné le regard. « On s'inquiète juste pour toi. » Inquiétude. Ce mot est devenu un code pour « nous voulons que tu fasses ce qu'on veut ». La 3e année, quand ils se sont fiancés, les conversations sont devenues différentes. Julien a commencé à parler au pluriel. On pense que, on a décidé que, on préfère comme ça. Comme s'il avait été effacé et remplacé par une version diluée de lui-même. Je me souviens d'un après-midi spécifique. Il était venu chercher des cartons de ses vieilles affaires. Il a trouvé un cahier de la 5e avec ses dessins et un texte.
Mon papa est l'homme le plus courageux du monde. Je lui ai montré. Tu te souviens quand tu as écrit ça? Julien a regardé le cahier, mon visage, de nouveau le cahier. Pendant une seconde, j'ai vu mon vrai fils là. Ses yeux se sont embués, mais alors son téléphone a sonné. C'était Céline. Il a répondu immédiatement. « Allô chérie, je suis chez mon père. Non, juste en train de récupérer des cartons. D'accord, j'arrive. » Il a raccroché et m'a regardé pressé. « Je dois y aller, papa. Céline a besoin de moi au supermarché. » Il a laissé le cahier sur la table, n'a plus jamais abordé le sujet. Maître Lefebvre a tout écouté, notant des détails. Vous réalisez que c'est de l'aliénation affective, n'est-ce pas? Elle l'a isolé de sa famille pour avoir le contrôle total. Je m'en suis rendu compte trop tard, j'ai admis. Mais maître, la faute n'est pas seulement la sienne. Julien a choisi. Il est adulte. Il avait une voix et a utilisé cette voix pour me renvoyer d'un hôpital. Les personnes manipulées font de mauvais choix, Pierre. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais je dois que vous compreniez le contexte pour qu'on sache comment agir. J'ai pris une vieille photo du réfrigérateur. Julien a 7 ans enlacé avec moi, tous les deux riant au parc. Ce garçon serait mort de honte de l'homme qu'il était devenu. Vous savez ce qui fait le plus mal, maître? Ce n'est même pas le rejet. C'est de savoir que j'ai élevé un fils fort, bon, honnête, et de voir qu'il a renoncé à tout ça pour plaire à une femme qui veut juste sucer notre famille. Maître Lefebvre a fermé le carnet. Alors, on va lui montrer le prix de ce choix. Parce que quand la facture financière arrivera avec la facture émotionnelle, votre fils devra décider. Il veut être un mari soumis ou il veut redevenir un vrai homme. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que me sauver moi-même était peut-être la seule façon de sauver mon fils aussi. Maître Lefebvre a étalé 6 documents sur la table. Chacun était une bombe à retardement que j'avais signée sans savoir. Pierre, dites-moi, vous vous souvenez avoir signé un autre papier en plus de celui de la réduction pour la maternité? J'ai forcé ma mémoire. Au cours des 2 dernières années, Julien était venu ici plusieurs fois avec des papiers, toujours pressés, disant toujours que c'était du protocole, de la formalité, de la bureaucratie, sans importance. Je pense 3 ou 4 fois. Il y en a eu 6, dit-elle en tapant du doigt sur chaque document, et aucune n'était sans importance. Le premier papier était le fameux engagement de caution solidaire de la maternité, sauf que ce n'était pas un forfait ordinaire. C'était le package Premium VIP avec suite, accompagnement 24 heures, pédiatre privé, photographe professionnel, valeur totale, 35 000 €. 35 000 €? Ma voix est sortie éraillée, mais Julien a dit que c'était un forfait normal. Normal serait 15 000, 20 000 € maximum. Ils ont contracté le plus cher de la maternité, Pierre, et vous ont mis comme garant principal. J'ai senti mon estomac se retourner. Maître Lefebvre a continué en montrant le deuxième document. Celui-ci est une carte de crédit supplémentaire. Vous avez autorisé l'émission sur votre numéro fiscal avec une limite de 8 000 €. Regardez le relevé. Utilisé jusqu'au dernier centime. Vêtements, restaurant, une télévision de 5 000 €. Je n'ai jamais vu cette carte de ma vie. Parce qu'elle est restée avec eux, mais la facture arrive à votre nom. Le troisième papier était un prêt personnel. 10 000 € que j'avais théoriquement demandé, déduit directement de ma retraite sur 36 mois, des mensualités de 420 € que je ne savais même pas qui existaient. « Attendez », j'ai dit, la tête qui tournait. « Comment ça, déduction de la retraite? Je reçois le montant exact chaque mois. » Maître Lefebvre a soupiré. « Vous recevez sur votre compte ou il dépose pour vous ?» Mon sang s'est glacé. Il y a 1 an, Julien avait insisté pour faciliter ma vie. Il a dit que ma retraite tomberait sur son compte et il me la transférerait. Comme ça, je n'avais pas besoin d'aller à la banque. Je ne risquais pas de me faire agresser. J'avais pensé que c'était de l'attention. Il dépose le montant déjà déduit, Pierre. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte parce que vous ne voyez pas le relevé original. Les larmes sont venues sans demander permission. Pas de tristesse,
d'humiliation. Vous voulez dire que depuis un an, je paye un prêt que je n'ai même pas fait? Exactement, et il y a plus. Les 3 autres documents étaient encore pires. Un financement de meubles sur mesure pour leur maison, 12 000 € à mon nom. Une tontine automobile que je gérais théoriquement, mais avec les parts au nom de Céline. Et une lettre de caution de location. Ils avaient déménagé dans un appartement plus cher et m'avaient mis comme garant, sans que je le sache. Au total, Maître Lefebvre a calculé sur la calculatrice du téléphone. Vous êtes engagé pour 47 800 €, sans compter les intérêts qui vont encore échoir. 47 000 €. C'était plus de 2 ans de ma retraite. C'était la valeur de ma maison. C'était toute l'économie que je n'ai jamais eue, parce que j'ai élevé mon fils seul toute ma vie. Comment j'ai pu être aussi stupide? J'ai murmuré. Vous n'avez pas été stupide. Vous avez été père. Et ils ont utilisé ça contre vous. Maître Lefebvre a rassemblé les papiers et m'a regardé fermement. Maintenant, écoutez-moi bien, vous avez 2 options. Soit vous payez tout ça et vous mourrez pauvre, endetté, sans dignité. Soit on part en guerre. Guerre comment? Procès pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance. On vous retire comme garant, on prouve qu'il y a eu contrainte, on montre que vous n'aviez pas les moyens d'assumer ces dettes. Et en prime, on enquête sur Céline, parce qu'une femme qui fait ça une fois l'a déjà fait avant. J'ai regardé ma vieille cuisine, le calendrier de pharmacie au mur, la cocotte en fonte de ma mère sur la cuisinière. J'ai pensé à combien de fois je m'étais courbé, avalé des couleuvres, accepté des miettes. J'ai pensé au couloir de cet hôpital, au dos de mon fils qui s'éloignait. « Allons en guerre », j'ai dit. Et cette fois, ma voix n'a pas tremblé du tout. Maître Lefebvre a souri. « Alors préparez votre cœur, parce que maintenant on va découvrir qui est vraiment Céline, et je peux vous garantir, ce qu'on va trouver sera bien pire que vous l'imaginez. » Maître Lefebvre m'a donné une instruction claire avant de partir. Ne répondez pas à leurs appels, ne répondez pas aux messages, ne payez rien. Laissez la pression monter. Pendant ce temps, j'enquête. Les premiers jours ont été une torture. Julien a appelé 17 fois, envoyé 23 messages. « Papa, la maternité réclame le paiement. Papa, je dois te parler. Papa, s'il te plaît, réponds. » Je regardais le téléphone vibrer sur la table et je ne touchais pas. Chaque sonnerie était une tentation, parce qu'un père est programmé pour répondre à son fils. Mais j'apprenais une leçon douloureuse. Parfois, aimer, c'est laisser l'autre se noyer dans ses propres choix. Au 5e appel ignoré, un message de Céline est arrivé. La première fois qu'elle m'envoyait un message directement en 4 ans. « Monsieur Dubois, nous devons parler de la situation de la maternité, c'est urgent. » J'ai supprimé sans répondre. Le 7e jour de silence, Maître Lefebvre est revenu avec un dossier encore plus gros. Elle s'est assise dans ma cuisine avec l'air de quelqu'un qui a découvert du pétrole. « Pierre, vous allez vouloir vous asseoir pour entendre ça. » Elle a ouvert le dossier et a commencé. D'abord, j'ai appelé une amie qui travaille à la mairie. J'ai découvert que Céline était mariée avant. Le mariage a duré 2 ans. Il s'est terminé par un divorce contentieux avec accusation de détournement de biens. Son ex-mari a porté plainte, disant qu'elle avait vidé le compte joint et fait un prêt à son nom sans autorisation. Exactement ce qu'ils ont fait avec vous. Mon estomac s'est serré. Et le procès a été archivé. Elle a remboursé une partie de l'argent et il a abandonné la plainte, mais l'historique est là. Deuxièmement, Maître Lefebvre a réussi à parler avec la belle-mère de Céline, la mère de l'ex-mari. Madame Carmen, 71 ans, veuve, habitait à Annecy. Cette femme, Pierre, elle a pleuré au téléphone. Elle a dit que Céline a détruit son fils, endetté le garçon, l'a isolé de sa famille, et quand elle n'avait plus rien à prendre, elle a trouvé une raison pour se séparer. Mais il y a plus, beaucoup plus. Maître Lefebvre a sorti un acte de naissance. Mon cœur a presque cessé de battre quand j'ai lu. Lucas Martin Rousseau, né le 15 mars 2012, mère Céline Marie Rousseau. Céline a un fils de 13 ans, dit lentement Maître Lefebvre, d'une relation avant le mariage.
Le garçon vit avec sa grand-mère maternelle à Grenoble et elle lui verse une pension chaque mois. Julien, c'est ça? Apparemment non. J'ai parlé avec la grand-mère du garçon. Elle a dit que Céline a fait jurer le secret à tout le monde quand elle a commencé à sortir avec votre fils. Elle a dit que les hommes n'acceptent pas les femmes avec un enfant, que ça allait gâcher la relation. J'ai senti une colère monter dans ma poitrine. Elle a caché un fils de 13 ans? Caché. Et pire, elle utilise l'argent que vous pensiez être pour leur foyer pour payer la pension, l'école privée, l'assurance santé du garçon. La grand-mère m'a montré les justificatifs. Céline dépose 1200 € par mois. 1200 €. Pendant qu'elle me manipulait, demandait des prêts à mon nom, disant qu'ils avaient des difficultés, qu'ils galeraient. Il y a encore une chose, dit maître Lefebvre. Et au ton, je savais que c'était grave. La grand-mère m'a raconté que Céline a déjà essayé d'enregistrer des dettes au nom de sa propre mère aussi. Sa mère a coupé les ponts avec elle il y a 2 ans. C'est pour ça qu'à la naissance de votre petit-fils, il n'y avait que la famille du côté du père. La mère de Céline ne lui parle plus. J'ai fermé les yeux. La pièce a tourné. Votre fils a épousé une escroc professionnelle, Pierre. Et vous n'étiez qu'une victime de plus sur la liste. J'ai respiré profondément 3 fois, puis j'ai demandé la seule chose qui importait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maître Lefebvre a souri de la façon dont un requin sourit avant d'attaquer. Maintenant, on attend qu'ils viennent à vous. Et quand ils viendront, vous enregistrerez chaque mot, parce qu'on va avoir besoin de preuves pour détruire son récit. Et si Julien reste de son côté, alors vous devrez choisir entre sauver votre fils ou vous sauver vous-même. Mais je peux vous dire une chose. Si vous vous sauvez d'abord, peut-être qu'il se réveillera. Si vous cédez maintenant, vous coulez tous les deux ensemble. Cette nuit-là, j'ai configuré mon téléphone pour enregistrer les appels. J'ai laissé l'appareil toujours chargé, toujours à proximité, parce que je savais qu'il viendrait. Les gens désespérés reviennent toujours. Et quand ils reviendraient, je serais prêt. Ils sont apparus un dimanche matin. J'arrosais les plantes du balcon quand j'ai entendu le portail grincer. J'ai regardé, et c'était la voiture de Julien garée devant la maison. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. J'ai posé l'arrosoir par terre, essuyé mes mains sur le tablier et appuyé sur le bouton d'enregistrement du téléphone qui était dans ma poche. Maître Lefebvre m'avait appris. En France, c'est légal d'enregistrer une conversation quand on en fait partie. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Julien avait des cernes violettes, une barbe non faite, des vêtements froissés. Céline, à côté de lui, en pantalon blanc et chemisier en soie, maquillage parfait. On aurait dit qu'elle n'avait pas eu de bébé il y a 2 semaines. « Papa, nous devons parler, » dit Julien. Sa voix est sortie fatiguée. « Vous pouvez entrer. » Ils se sont assis sur le canapé du salon. J'ai pris la chaise à bascule qui appartenait à mon père, la seule qui restait de l'héritage. Je me suis assis face à eux, en silence, attendant. C'est Céline qui a commencé. « Monsieur Dubois, vous nous ignorez depuis plus d'1 semaine, ce n'est pas juste. »« Juste », j'ai répété le mot lentement. « Intéressant que vous parliez de justice. » Julien s'est penché en avant. « Papa, l'hôpital menace de nous inscrire au fichier des impayés. La dette est à ton nom, mais ça nous affecte aussi. Tu dois régler ça. »« Régler comment, Julien? En payant 10 000 € que je n'ai pas ?»« Tu as la maison, » dit Céline. Et la façon dont elle a dit ça, comme si c'était évident, comme si ma maison était sa réserve personnelle, m'a fait grincer des dents. Ta maison peut faire un prêt avec garantie. La banque finance facilement pour ceux qui ont un bien immobilier. Ça règle la situation et on te rembourse après. On rembourse après. Comme si rembourser était un mot dans le vocabulaire de cette femme. « Céline, quel âge as-tu » j'ai demandé de nulle part. Elle a cligné des yeux, confuse. 32 ans. Pourquoi? Et toi, Julien? Papa, j'ai 30 ans, tu le sais. 30 ans, j'ai répété. L'âge d'un homme adulte, travailleur, père de famille. Explique-moi une chose. Pourquoi un couple de 30 ans, tous les 2 salariés, a besoin qu'un monsieur de 65 ans retraité règle une dette d'accouchement?
Julien a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Vous gagnez bien. En additionnant vos 2 salaires, c'était plus de 5 000 € par mois. Vous ne pouviez pas économiser pour l'accouchement? Vous ne pouviez pas prendre un forfait plus simple? Il fallait que ce soit une suite VIP de 35 000 €? Vous ne comprenez pas, coupa Céline, la voix montant. La grossesse est un moment spécial. Je méritais d'avoir du confort. Mériter avec l'argent de qui? Vous êtes le grand-père. Un grand-père aide. Aider, c'est une chose. Être utilisé, c'en est une autre. Julien s'est levé. Papa, arrête ça. On est venu demander de l'aide, pas écouter un sermon. Alors, laisse-moi te raconter quelque chose, mon fils. Je me suis levé aussi lentement et suis allé jusqu'au buffet. J'ai pris le dossier que maître Lefebvre avait laissé avec moi. Voici tous les documents que vous m'avez fait signer. 6 au total. Tu sais combien ça fait au total? Silence. 47 800 €, sans compter les intérêts. Céline n'a pas lu. Juste un peu, mais je l'ai remarqué. Et tu sais quoi d'autre que j'ai découvert? J'ai regardé directement vers elle. J'ai découvert que tu as déjà fait ça avant avec ton ex-mari. Vidé le compte, fait un prêt à son nom, et quand le cirque a pris feu, tu es parti. Qui t'a raconté ces mensonges? Elle s'est levée, la voix stridente. Un procès public n'est pas un mensonge, Céline. Tout est enregistré à la mairie. Julien a regardé sa femme. De quoi elle parle? Des bêtises. Ce vieux invente des choses pour te retourner contre moi. Vieux. Le masque était tombé. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. J'ai des documents, j'ai des témoins et j'ai une avocate très compétente. J'ai fait un pas en avant. Maintenant écoute bien, Céline, je ne vais pas payer cette dette. Je ne vais pas faire de prêt. Je ne vais pas vendre ma maison. Vous êtes adulte. Vous avez choisi d'avoir un enfant. Vous avez choisi une maternité chère. Alors vous payez. Mais le nom est sur ton numéro fiscal, elle a crié, et ça va être enquêté, parce que mettre quelqu'un comme garant sans expliquer les montants, c'est un crime. Ça s'appelle escroquerie. Julien s'est rassis sur le canapé, la tête dans les mains. Papa, je t'en supplie. Julien, regarde-moi. J'ai attendu qu'il lève le visage. Tu m'as expulsé d'un hôpital. Tu m'as dit que ta femme ne m'a jamais aimé. Tu m'as renvoyé après 12 heures de voyage. Et maintenant tu veux que je règle votre dette? Une larme a coulé sur son visage, mais je ne pouvais pas faiblir. Vous sortez de chez moi maintenant. Et vous ne revenez pas tant que vous n'êtes pas prêt à me demander pardon pour de vrai, pas pardon pour obtenir de l'argent, pardon du cœur. Céline a pris son sac, furieuse. Tu vas le regretter, vieux. Ton petit-fils va grandir sans savoir qui tu es. S'il grandit avec toi, j'ai répondu, ce sera mieux comme ça de toute façon. Ils sont sortis en claquant la porte. J'ai entendu la voiture démarrer, les pneus crier sur l'asphalte. J'ai éteint l'enregistreur. 2 heures de conversation enregistrée. Je me suis assis sur la chaise à bascule et j'ai finalement laissé les larmes couler. Pas de faiblesse, de soulagement. Le mardi, maître Lefebvre m'a appelé, agité. Pierre, j'ai obtenu le contact de la grand-mère de Lucas. Elle veut vous parler personnellement. Madame Marlène vivait à Grenoble, à 3 heures d'ici. Nous avons pris la route mercredi matin, moi et maître Lefebvre dans sa voiture. Tout le voyage, mon estomac était noué. J'allais rencontrer le garçon que mon fils ne savait même pas qui existait. La maison de Madame Marlène était simple, peinte en jaune délavé, avec un balcon plein de pots de fleurs. Elle nous a accueillis avec du café filtre et des croissants encore chauds. Elle avait les cheveux tout blancs attachés en chignon, les mains tremblantes d'arthrose, les yeux fatigués de quelqu'un qui a élevé son enfant seul 2 fois. « Asseyez-vous, monsieur. Vous devez avoir plein de questions. » Lucas était à l'école. Madame Marlène a dit que c'était mieux comme ça, qu'un enfant n'avait pas besoin de comprendre ces confusions d'adultes encore. Je vais vous raconter depuis le début. Elle a soupiré en remuant le café. Céline est tombée enceinte à 19 ans. Le père du garçon a disparu quand il a su. Ma fille était désespérée, pleurant que sa vie était finie. C'est moi qui ai élevé Lucas les premières années pendant qu'elle finissait ses études. Quand le garçon a eu 5 ans, Céline est apparue disant qu'elle allait recommencer à Lyon.
Elle avait trouvé un bon emploi, voulait construire une nouvelle vie. Elle a laissé Lucas avec moi et a promis de le chercher quand elle serait stable. Elle l'a cherché? Madame Marlène a ri amèrement. Jamais. Elle apparaît ici tous les 3 mois, apporte un cadeau cher, prend des photos, les poste sur les réseaux sociaux cachés et repart. Le garçon l'appelle maman, mais ne sait même pas vraiment ce que ça signifie. Elle a pris son téléphone et m'a montré des photos. Lucas était beau, yeux en amande, large sourire, appareil dentaire, uniforme d'école privée, sac à dos de marque. Tout payé avec l'argent que Céline détournait de ma famille. Quand elle a commencé à sortir avec votre fils, elle m'a appelé désespéré. « Maman, ne dis rien à son sujet. Les hommes n'épousent pas les femmes qui ont un enfant. Promets que tu gardes le secret. » J'ai promis parce que je suis bête, parce que je pensais qu'elle lui dirait quand la relation deviendrait sérieuse. Mais elle n'a jamais dit. Jamais. Elle s'est mariée, est tombée enceinte, a eu le bébé, et Julien n'a aucune idée qu'il a un beau-fils de 13 ans. Madame Marlène a essuyé une larme. Vous savez ce qui fait le plus mal? C'est de voir mon petit-fils demander pourquoi sa mère ne l'emmène pas aux fêtes de famille, parce qu'il doit être un secret, quelle honte il cause. Mon cœur s'est brisé. Il pense que c'est sa faute. Il pense, et je ne sais pas quoi dire pour le réconforter. Maître Lefebvre a sorti des documents de son sac. « Madame Marlène, auriez-vous le courage de témoigner de tout ça officiellement avec enregistrement à la mairie ?» J'ai. Je suis fatigué de voir ma fille détruire tout le monde autour d'elle. Elle a fait ça avec son ex-mari, elle le fait avec vous, et le prochain est déjà dans sa ligne de mire. Quelqu'un doit l'arrêter. Nous sommes revenus en ville avec une déclaration authentifiée, des justificatifs de pension, des captures d'écran de conversation, tout documenté. La bombe était armée. Cette nuit-là, Julien est apparu à ma porte seul. Cerne encore plus profonde, vêtements répétés, odeur de cigarette. Il s'était remis à fumer, quelque chose qu'il avait arrêté il y a 5 ans. « Papa, je peux entrer ?» Je l'ai laissé. Il s'est assis à la table de la cuisine, au même endroit où il s'asseyait quand il était enfant et avait des problèmes à l'école. « Céline est furieuse contre toi. Elle dit qu'elle va te poursuivre pour diffamation. » La diffamation, c'est le mensonge, mon fils. Tout ce que j'ai dit est vrai et documenté. Il s'est frotté le visage. Je ne sais plus ce qui est vrai. Tout est très confus. J'ai respiré profondément. C'était maintenant ou jamais. Julien, je vais te poser une question, et je veux que tu répondes honnêtement. Tu connais vraiment la femme que tu as épousée? Bien sûr que je la connais. Alors dis-moi combien d'enfants elle a. Il a ri sans joie. 1. Notre fils. Quelle question c'est ça? Je me suis levé, j'ai pris le dossier sur le réfrigérateur et l'ai posé devant lui. Ouvre. Julien a ouvert. La première chose qu'il a vue était l'acte de naissance de Lucas. Il a lu une fois, relu. Il m'a regardé avec les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est? C'est le fils que ta femme t'a caché. Lucas, 13 ans, vit avec sa grand-mère à Grenoble. Elle verse 1 200 € de pension par mois. Le silence qui est tombé dans cette cuisine était du genre qui fait mal aux oreilles. « Tu mens ?» il a murmuré. « Tu as inventé ça pour nous séparer ?» J'ai un témoin, des documents, des photos, des justificatifs. Tu veux appeler ta femme et demander, ou tu préfères continuer à être trompé? Julien a pris le dossier et est sorti sans rien dire de plus. La porte s'est fermée doucement cette fois. Et je savais. La fissure dans son mariage était devenue un cratère. Julien est revenu 3 jours plus tard, mais c'était un autre homme, cheveux coupés, barbe faite, yeux rouges, de quelqu'un qui a pleuré tout ce qu'il avait le droit de pleurer. Il a frappé à la porte tôt le matin. Je prenais mon petit déjeuner, pain avec beurre et café noir. Quand je l'ai vu par le Judas, j'ai ouvert. Il n'est pas entré. Il est resté là sur le seuil, comme un enfant demandant pardon après une bêtise. « Papa, c'est vrai? Tout est vrai ?» J'ai fait signe qu'il entre. Il s'est assis sur la chaise de la cuisine et a commencé à parler. Il a dit qu'il avait confronté Céline le soir même. Elle a nié, crié, l'a traité de fou,
a dit que j'avais tout inventé par jalousie. Alors j'ai appelé le numéro de Madame Marlène qui était dans les papiers. Elle a répondu, confirmé tout, m'a envoyé une photo de Lucas. Il a sangloté. Le garçon me ressemble exactement à cet âge-là, papa. J'ai un beau-fils de 13 ans dont je ne savais même pas l'existence. Qu'est-ce que Céline a dit quand tu as montré les preuves? Elle a pleuré, dit qu'elle avait eu peur de me perdre, que les femmes avec un enfant ne trouvent pas de mari, qu'elle allait le dire après, mais ce n'était jamais le bon moment. Il s'est essuyé le nez avec le dos de la main. Mais le pire n'était pas ça. Alors c'était quoi? J'ai commencé à rassembler les pièces, papa. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle a dit qu'on avait des difficultés, toutes les fois où elle m'a demandé de te demander de l'argent. Et j'ai réalisé. Elle utilisait notre argent pour payer la pension de Lucas. Elle m'a fait demander un prêt à ton nom pour soutenir un fils qu'elle m'a caché. Voir mon fils découvrir qu'il avait été trompé a fait mal différemment. Ça a fait mal comme un père qui voit son fils tomber, mais sait que la douleur est nécessaire pour qu'il apprenne. Et maintenant, j'ai demandé, maintenant j'ai besoin de ton aide, pour de vrai cette fois, pas pour de l'argent, pour sortir de ça. J'ai appelé Maître Lefebvre immédiatement. Elle est arrivée en 40 minutes avec le dossier de guerre. Nous nous sommes assis tous les trois à la table et elle a expliqué le plan. Premièrement, toi, Julien, tu vas témoigner devant notaire, confirmant que ton père a été induit à signer des contrats sans connaître les montants réels. Ça annule sa responsabilité. Mais alors la dette reste sur moi? Elle reste. Et vous devrez payer. Vendre la voiture, annuler les abonnements, couper le superflu. Mais c'est votre dette, pas la sienne. Deuxièmement, Pierre porte plainte pour escroquerie, abus de confiance et usage de faux. Céline répond pénalement. Julien a avalé difficilement. Pénalement. Elle a commis un crime, Julien, pas une fois, plusieurs, et elle a un historique. Le procureur va adorer ce dossier. Troisièmement, tu demandes la séparation de corps immédiate et l'inventaire des biens. L'appartement que vous louez est en location, donc pas de partage, mais il y a la voiture, les meubles, les dettes. Pendant 2 semaines, ce fut la guerre. Céline m'a appelé 12 fois en hurlant des menaces. « Tu vas payer pour avoir détruit mon mariage. Je vais te poursuivre jusqu'à ce que tu te retrouves à la rue. » J'ai tout enregistré. Maître Lefebvre a envoyé les enregistrements au juge. Céline a reçu une ordonnance de protection, lui interdisant de me contacter. La banque a accepté de retirer mon nom comme garant suite au témoignage de Julien. La dette est revenue à leur nom. 10 400 € de l'accouchement, plus 8 000 € de la carte de crédit, plus 12 000 € des meubles. Total, 30 400 € uniquement à leur nom. Le prêt personnel a été plus compliqué. Ça a pris 3 mois, mais j'ai réussi à l'annuler en prouvant que la signature avait été obtenue par fraude. La banque a remboursé les montants déjà déduits de ma retraite. 5 040 € qui sont revenus sur mon compte d'un coup. Céline a dû vendre la télévision de 5 000 €, le canapé en cuir, les vêtements de marque. Julien a vendu la voiture qu'il aimait, une Peugeot 308 noire, pour 28 000 €. Il a utilisé l'argent pour rembourser une partie de la dette. Ils ont dû quitter l'appartement chic et retourner dans un studio de 2 pièces, sans suite, sans balcon, sans gardien 24 heures. Et vous savez ce qui a été le plus satisfaisant? C'est de recevoir la notification que Céline était également enquêtée pour l'escroquerie sur son ex-mari. La victime précédente, quand elle a su l'affaire, a rouvert le procès. Elle allait répondre de 2 crimes au lieu d'1. Julien venait ici chaque semaine maintenant. Il apportait le bébé que j'ai finalement connu. Nathan, yeux identiques à ceux du père, joues potelées, odeur de savon pour bébé. « Papa, pardonne-moi !» il a dit un de ces après-midi avec Nathan endormi sur mes genoux. « Pardonne-moi pour tout. » « Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Tu vas reconstruire ta vie brique par brique. Et cette fois, avec dignité. » 6 mois plus tard, j'arrosais les plantes du balcon quand j'ai vu Julien se garer devant la maison. Il venait seul maintenant, toujours seul. Le divorce s'était sorti il y a 3 semaines. Céline avait obtenu la garde partagée de Nathan, mais Julien avait le garçon la plupart du temps.
Elle avait trouvé un emploi à Paris, avait dit qu'elle avait besoin de recommencer loin de tout. En fait, elle fuyait les procès, les dettes, la honte. « Papa, je peux entrer ?» « Oui. » Il apportait un sac. Il est entré, s'est assis à la table de la cuisine, a respiré profondément 3 fois avant de parler. « Je suis venu te rendre quelque chose. » Il a ouvert le sac et a sorti la montre à gousset en or de mon arrière-grand-père, celle que j'avais emmenée à l'hôpital il y a 6 mois, emballée dans du papier de soie, prête à être offerte. Celle qui était revenue avec moi intacte, non donnée, rejetée avec ma présence. Je l'ai trouvée cachée au fond de l'armoire de Céline. Elle allait la vendre, papa. Elle l'avait même emmenée chez un évaluateur. J'ai réussi à la récupérer avant. J'ai tenu la montre avec les 2 mains. Elle était froide, lourde, pleine d'histoire. 4 générations d'hommes l'avaient utilisée et elle avait failli devenir de l'argent dans les mains d'une escroc. Merci de l'avoir sauvée. C'est moi qui dois m'excuser pour tout. Il a mis ses mains sur les miennes. J'ai passé 6 mois à penser à comment j'ai été aveugle. Comment j'ai laissé cette femme m'éloigner de toi. Comment j'ai signé des papiers te mettant en danger. Comment je t'ai expulsé d'un hôpital. Sa voix a cassé à la fin. « Julien, regarde-moi. » J'ai attendu qu'il lève les yeux. Tu as fait une erreur. Une grosse erreur. Tu m'as blessé d'une façon qui fait encore mal quand je respire profondément. Mais tu as reconnu, tu t'es réveillé et plus important, tu as agi. Mais j'ai failli te détruire. Failli, mais tu ne l'as pas fait. Parce qu'à la fin, je me suis défendu. J'ai appris que l'amour d'un père ne peut pas être un paillasson. Que pardonner n'est pas accepter des miettes, que la dignité ne se négocie pas même pour un fils. J'ai servi du café pour nous deux, le même café de la vieille casserole en aluminium que je faisais depuis qu'il était enfant. Tu sais ce que maître Lefebvre m'a dit l'autre jour? J'ai commenté en m'asseyant face à lui. Que je devrais écrire tout ce qui s'est passé, que d'autres hommes ont besoin de savoir qu'on peut réagir, qu'on peut s'imposer, qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer le respect de soi. Tu devrais vraiment. Combien de pères passent par ce que tu as vécu? Beaucoup. Et la plupart ne réagissent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur enfant. Mais tu sais ce que j'ai appris? Que quand on se perd pour ne pas perdre l'autre, on perd les deux. Julien a essuyé une larme qui s'est échappée. Et maintenant, papa, on peut reconstruire? On peut, mais lentement. Brique par brique, comme je l'ai dit. Tu viens ici. Tu amènes Nathan. Tu me racontes ta vie. Je te raconte la mienne. On va se reconnaître comme 2 personnes qui se respectent, pas comme quelqu'un qui utilise et quelqu'un qui accepte. J'habite dans un appartement d'1 pièce, en colocation avec un autre gars. Je fais 2 heures supplémentaires chaque jour pour payer les dettes. Je n'ai plus de voiture, je ne sors pas, je n'achète rien de superflu. Il a fait un sourire fatigué. Mais pour la première fois en année, je dors en paix. Parce que je n'ai pas de mensonges cachés, pas de manipulation, pas de peur d'ouvrir la porte et de découvrir une autre bombe. Ça s'appelle la dignité, mon fils. C'est un prix élevé, mais ça vaut chaque centime. Nous sommes restés à parler jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Il m'a raconté qu'il avait emmené Nathan rencontrer Lucas, le demi-frère de 13 ans, que les 2 avaient joué ensemble. Que le garçon plus âgé avait tenu le bébé avec soin, comme quelqu'un qui comprend la responsabilité. Madame Marlène m'a traité mieux que je ne le méritais, papa. Elle m'a donné du café, m'a montré l'album photo de Lucas, a dit que je pouvais visiter quand je voulais. Elle est mère aussi. Elle sait que les enfants font des erreurs, mais méritent une seconde chance quand ils apprennent. Quand Julien est parti, je suis resté à tenir la montre à gousset sur le balcon. Le soleil frappait l'or, le faisant briller. J'ai pensé à mon arrière-grand-père, traversant les montagnes, avec ce bijou cousu dans sa veste. J'ai pensé à mon grand-père survivant à la guerre. J'ai pensé à mon père élevant 3 enfants seuls après la mort de ma mère. Des hommes forts, des hommes qui ne se sont pas courbés. Et maintenant je faisais partie de cette lignée, pas seulement de sang, mais de choix. Parce que la force n'est pas tout endurer en silence. La force, c'est savoir quand dire ça suffit. 2 mois plus tard, Julien m'a appelé. « Papa, je peux amener Nathan samedi? Je voudrais que tu m'enseignes cette recette de gâteau au chocolat de grand-mère. Je veux la faire pour mon fils quand il grandira. Tu peux venir, mais je te préviens, il faut avoir de la patience. »
une recette de père ne s'apprend pas en courant. Ça prend du temps, ça demande de l'attention, ça demande du respect pour les ingrédients. Il a ri de l'autre côté. J'ai compris le message, papa. Je viens avec du temps et le cœur ouvert. J'ai raccroché le téléphone et regardé autour de ma cuisine. La même cuisine où j'avais reçu ce coup de téléphone qui a tout changé. La même table où j'avais signé des papiers sans lire. La même chaise où j'avais pleuré d'humiliation. Mais maintenant, c'était différent, parce que maintenant, cette cuisine n'était pas la scène d'un manque de respect, c'était un territoire reconquis, c'était la maison d'un homme qui a appris à se valoriser. Et s'il y a une leçon que toute cette histoire m'a enseignée, c'était celle-ci. La dignité n'est pas une faveur qu'on demande, c'est une ligne qu'on trace. Et quand quelqu'un franchit cette ligne, on ne pleure pas, on lève la tête et on montre la porte. Parce que l'amour véritable, que ce soit d'un père, d'un fils, de qui que ce soit, n'existe que quand il y a du respect. Et le respect ne se supplie pas, il se conquiert. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour s'imposer, laissez un commentaire en disant « D'où vous regardez cette vidéo ?» Écrivez votre ville, votre région, votre pays. Je veux savoir où sont les hommes forts qui savent que la dignité n'a pas de prix. Et si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres limites, mettez un like et abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Parce qu'ici, on partage des histoires vraies de ceux qui ne se sont pas courbés, de ceux qui ont choisi de se respecter, de ceux qui ont compris que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour, c'est une prison.